Vous écoutez Axone par capsule. Nous reprenons dans cet épisode la suite du récit de Simon. Après ses années d'enfance et d'adolescence, désormais dans l'âge de la maturité. Donc du coup, il y a eu tout le moment en fait, tant que j'habitais chez mes parents. J'avais quelques copains quand même, je me suis fait des amis après au lycée. Mais bon, socialement, tout ça, les gens, enfin, je capte toujours pas trop comment ça fonctionne. Je passe mon bac, finalement. Je vais à l'université. Du coup, un an ou deux plus tard, je commence à habiter à Toulouse. Et là, je fais des rencontres en fait. À l'université, je rencontre des gens qui n'ont pas ces normes genrées dans leur vie tant que ça. On a 20 ans, on est à la fac. On est curieux de tout, enfin les trucs classiques qu'on voit sur les gens qui vont à la fac. On fait la fête, on passe beaucoup de temps à se mettre la tête et à apprendre des trucs, à discuter de tout et de rien. Du coup, ça m'ouvre énormément l'esprit. Et je sais que c'est aussi un moment où dans ma tête, je commence à comprendre que être trans, c'est pas la fin du monde, que j'ai pas besoin de le cacher tout le temps, mais en même temps, je pense que c'est trop difficile de transitionner. Du coup, j'ai quand même cette rage au fond de moi et c'est là que j'ai commencé à faire vaguement de la politique, on va dire, ou à être militant. Ça a commencé à la fac, il y avait un groupe de militants gays et lesbiens qui s'appelait Julie et Julie. J'y suis allé une fois, c'était trop pas mon truc. J'y suis allé enfin je dis une fois. Je suis allé à 2-3 réunions et bon voilà, enfin c'est Julie et Julie, c'était des trucs qui militaient pour genre le mariage pour tous, intégration, tout ça. Et même si c'était important, surtout à ce moment-là, on est il y a 20 ans, on est dans au tout début des années 2000, c'est pas mon truc. Du coup, je fais pas trop de militantisme comme ça, enfin à Julie et Julie, même si quand même pour rencontrer des gens, pour aller en soirée. C'est après la fac seulement que je suis vraiment tombé dans le militantisme en rencontrant des gens. Tu rencontres des gens, tu discutes avec eux, tu t'aperçois que ils ont des idées très intéressantes et que quand tu les entends parler, tu dis ah mais ouais, carrément ça fait sens. Du coup, rencontre en rencontre, je suis tombé sur une grosse association qui est très historique à Toulouse, s'appelait le Bagdam Café. Et au Bagdam Café, il y avait un groupe de filles qui s'appelait les Cyprinettes Enragées. C'est un très très bon nom, je suis d'accord. J'adore. Et j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Je pense que ouais, je suis resté au Cyprinette pendant 3 ans peut-être, jusqu'à ce que je rencontre le collectif Q. Donc les Cyprinettes, on faisait des actions de visibilité lesbienne. Du coup, c'est un côté quand même plus radical que homosexuel. Et aussi surtout beaucoup plus féministe, beaucoup plus remise en cause des normes et de la société. Des attentes que la société a envers les femmes, les violences que la société produit envers les femmes. Du coup, pour se former à une pensée politique, je pense que c'était super important de passer par là, de passer par la non-mixité surtout. Parce que même si j'étais pas une femme, c'était quand même ma place dans la société. Et c'est une place que la société a vraiment essayé pendant très longtemps de me remettre à. Mais bon, juste au bout d'un moment, je pense que j'ai grandi. Je pense que, enfin, le groupe a éclaté aussi, évidemment. Tension intérieure, beaucoup de passion dans ce groupe. À un moment, je rencontre donc le collectif Q.
Et là, ça part beaucoup plus radical, ça part beaucoup plus queer, dans l'idée où, en plus de remettre les normes en cause, on veut vraiment les foutre en l'air en vrai. En plus, se rapproche beaucoup de la politique, même générale. C'est beaucoup plus à gauche, dans le sens où il y a vraiment un travail anticapitaliste, une réflexion anti-hégémoniste, antisexiste et antiraciste, où tout est lié. Donc ça, c'était vraiment intéressant et c'était aussi super intéressant de rencontrer autant de gens qui vivent aussi leur vie de cette manière et qui n'avaient pas peur. Du coup, c'est là aussi que je me suis rendu compte, en fait, peut-être qu'un jour, je pourrais me mettre en position de transitionner. On a organisé des festivals, on a rencontré encore plus de gens dans d'autres pays. De fil en aiguille, on arrive en 2005 et je déménage pour Berlin. Du coup, ce qui a beaucoup aidé, forcément, c'est que j'ai rencontré ma copine, ou ma partenaire, avec qui je suis toujours. Et on emménage, voilà, en 2006, pardon, c'était pas, on s'est rencontrés en 2006, en 2006, du coup, j'emménage pour Berlin, c'était donc il y a 15 ans. Et je me fais ma petite vie, je rencontre d'autres hommes trans. Euh, et même si tout n'est pas parfait, qu'il y a des choses qui me dérangent et tout, je me rends compte que j'ai bientôt être en position de le faire. Je vais pouvoir transitionner, je vais pouvoir enfin être moi-même. Et donc 2010, je commence à dire aux gens autour de moi, bon, je suis pas une Gwyn, je suis un homme trans. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourrez changer, me dire il et m'appeler Simon. Alors Simon, en vrai, c'est arrivé en 2012. Ok, et t'as dit que ce début de transition, c'était... J'ai commencé à demander, en vrai, pendant très longtemps, donc j'ai demandé aux gens de m'appeler juste Sev. Et ça, c'était en 2010. Ouais, 2010 fin 2010, début 2011. D'accord, c'est là où tu commençais sur les réseaux à parler de toi au masculin aussi. Exactement. Je pense qu'au début, j'ai essayé, enfin, c'est un peu compliqué parce que en 2001, j'avais fait un premier coming out de lesbienne, en 2000 ou 2001. Ben, on apprend plein de choses quand on fait un coming out. On apprend que les gens sont pas si ouverts. On apprend que les gens, ils vous aiment pas tellement comme vous êtes, qu'ils aiment mieux l'idée qu'ils se font de vous. On apprend comment ça fait de perdre des amis et en même temps, on apprend aussi à quel point on n'est pas étonné de perdre certains de ses amis, des choses comme ça. Du coup, c'est vrai que on apprend énormément. Un coming out, pouf, enfin, on apprend quand on a la chance, parce que franchement, j'étais quand même aussi dans une position où, même quand j'ai fait mon coming out, j'avais un job, tu vois, j'avais mon appart. Je crois que j'habitais encore avec ma sœur. Mais du coup, enfin bon, quoi qu'il en soit, j'ai appris à un peu mieux me protéger. Donc, quand le deuxième coming out est arrivé, j'ai mis beaucoup plus de temps pour le mettre en place. Plutôt que de dire à la gueule de tout le monde en même temps, I am what I am, j'étais un peu plus, bon, alors, Johanna, ma copine, voilà, à partir, j'en peux plus, blablabla, je me lance, je transitionne. Du coup, j'en parle aussi, seconde personne, bah, évidemment, mon coloc à ce moment-là. Et puis le petit cercle d'amis, un plus grand cercle d'amis, jusqu'à en arriver à finalement la famille. Alors que le premier coming out, tu l'avais fait de façon un peu plus fracassante et globale. Mmh, je l'ai fait de manière beaucoup plus peureuse, on va dire, plus. C'est que, enfin, tu vois, les amis, c'est quand même plutôt sur les doigts d'une main. Du coup, le coming out de lesbienne, j'étais parti vivre un an en Angleterre, à Birmingham. Du coup, quand je suis parti là, je savais déjà, enfin, si tu veux, j'avais déjà fait des bisous quoi, à des personnes, j'avais déjà fait un peu de cul, j'avais un peu d'expérience, mais c'était plutôt des trucs d'un soir ou rien qui te met vraiment à la gueule des gens. Tiens, ça c'est ma copine ou des trucs comme ça. J'avais pas encore vraiment eu ça. Du coup, je suis allé en Angleterre. Là, j'ai rencontré pas longtemps avant de partir, dans les 2-3 mois avant de rentrer, j'ai rencontré une fille et j'ai eu la première relation un peu continue. Et j'ai aussi vécu en Angleterre mes premières expériences d'homophobie dans la gueule, genre où c'était vraiment contre moi, c'était pas de l'homophobie générale, blablabla, ça a été ah, on sait que t'es queer, dégage, ou on va te maltraiter. Quand je suis rentré d'Angleterre, alors j'étais chaud de savoir que c'était possible, d'avoir des relations, que on n'avait pas besoin de vivre caché, ces trucs comme ça. Et que c'était quelque chose auquel t'aspirais aussi, parce que tu n'étais pas forcément sûr avant.
Non, alors avant, c'était, à mon avis, enfin, dans laquelle j'étais en tant que femme aux yeux de la société, je ne pouvais avoir de relation qu'avec des femmes. Grosso. Au niveau de la sexualité, je suis plutôt bi. Je suis plutôt intéressé par tous les genres. Mais en tant que femme, avoir une relation avec un homme hétéro et cis, c'était quelque chose que je pouvais même pas imaginer. Juste parce que après j'en ai eu, hein. Relation ou romance? Les deux, ouais, je dirais les deux en général. J'ai eu des petits copains, hein. Je fais des bisous avec deux ou trois garçons quand j'étais au lycée. Et au-delà de l'expérience, c'était sympa. Mélanger des langues et tout ça, c'était cool, mais il y avait des attentes dans la relation. Au bout de la troisième fois qu'on se voyait, c'était plus possible pour moi parce que, oh là là, qu'est-ce que c'est con un garçon de 15 ans. Et qu'un garçon de 20 ans, c'est pas beaucoup plus malin. Déjà, enfin, il y avait déjà quelque chose qui m'énervait. Maintenant, un homme de 40 ans, 6, hein, hétéro et 6 de 40 ans, on en trouve des biens. Il y en a des biens. Le truc, c'était pas tellement d'avoir une relation avec une femme, mais c'était déjà avoir une relation avec quelqu'un d'autre que soi. C'était déjà quelque chose, euh, comment dire, milestone, tu vois, une étape. Maintenant, avoir une relation aux yeux des autres avec une femme, jusqu'au moment du coming out, je savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et après le coming out, ou quelques mois après le coming out, j'étais là, oh là là, tout le monde s'en fait un monde, mais ça va. Quand tu fais ce coming out, tu reviens d'Angleterre. C'était pas, alors c'était fracassant. Enfin, d'abord, je suis revenu d'Angleterre, j'en ai parlé aux potes, Olivier, Laurent, tu vois, mes amis à Toulouse. Et la façon dont j'ai fait le coming out en famille, je pense que je suis allé à ma première Gay Pride. Avant ça, j'en avais pas fait. Il y en avait sûrement, mais j'en ai pas fait. Donc je suis allé à ma première Gay Pride avec une bande de copains, tout ça. Et comme le gros mec bien courageux comme je suis, pour faire mon coming out aux parents, j'ai envoyé une enveloppe pleine de documentation. Genre pas une lettre, un mot d'explicatif, non, mais juste des flyers en mode votre enfant est gay, comment réagir, que faire, des liens pour des associations de parents d'homo, des trucs comme ça. Maman se pose pas la question, elle m'appelle direct parce qu'elle sait que c'est moi qui ai envoyé ça. Ah oui, parce que d'accord, t'envoies le courrier sans même signer. Rien, ouais, juste comme ça. Elle sait que c'est moi, elle a dit qu'elle a reconnu mon écriture sur l'enveloppe. Voilà. Ça se passe pas bien. Toute cette histoire-là, oulala, ce coming out avec les parents, ça vraiment, je pense que ça a mis un an et demi, 2 ans, voire, à se mettre à peu près en place. Du coup, c'est 2 ans, je dirais, encore plus merdique qu'avant. Mais bon, au bout de 2 ans, on finit par trouver un genre d'équilibre avec les parents. Mais pendant ces 2 ans, tu reviens à la maison pour les célébrations, les conneries comme ça? Noël? Non, pendant une bonne année, on s'est pas vu du tout carrément. On était, enfin, vraiment la cata, quoi. Et non, ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du temps avant de revenir, tout ça. Les Noëls, j'ai loupé qu'un Noël, je crois, à cette époque. Après le deuxième Noël, ça a dû aller. Je suis revenu. Mais ouais, bon, les coming out d'homo, c'est jamais facile, hein. Enfin, s'il y a besoin qu'il y ait un vrai coming out, que ce soit une étape, quoi. Parce que dans certaines familles, ça doit être quand même un peu plus facile parce que c'est pas une vraie question, quoi. Oui, Je suppose. dans certaines familles, on se voile pas toujours la face. Du coup, ça fait un peu moins mal quand on enlève le voile. Et du coup, voilà, le coming out. Je sais que je commence à travailler en librairie, je kiffe. J'arrête de travailler en librairie parce que je kiffe plus. Et je suis au chômage pendant 2 ans. Enfin, j'en profite, hein. Je me forme, je fais plein de trucs.
Et c'est là que je commence à faire vraiment de la politique. C'est la fin 2003. C'est c'est le moment, plein de moments où je commence les cyprinettes à enrager, tout ça. En 2005, c'est les queers. On fait des festivals, donc on rencontre deux gens. Et 2006, je bouge pour l'Allemagne. En Allemagne, bon, comme j'ai déjà dit, je rencontre encore plein de gens différents. Et donc, c'est là que, en 2010, on en était au deuxième coming out. Oui, oui, on avait fini par en arriver là, on est reparti un petit peu en arrière. Mais on va faire ça, hein, on va revenir en arrière 2-3 fois, hein. Ouais, ouais. Et donc, au deuxième coming out, ouais, comme je te dis, j'ai plus d'expérience. Puis, de toute façon, aussi, je suis à 2000 km. Donc, du coup, ce que les gens pensent de moi à Toulouse, Montauban, la famille, je me dis, bon, ben, s'ils le prennent pas, eh ben, dommage pour eux. Autant sur le premier coming out, je l'avais pas encore compris. Mais au deuxième, c'était là, je fais, bah, les gens qui m'acceptent pas, c'est vraiment dommage pour eux. Parce que je peux leur apporter autant qu'ils auraient pu apporter. Eh ben, restez dans votre merde. Et ça prend toujours du temps pour aux gens de comprendre, ouais, ce genre de choses. Donc je pense que dans l'ensemble, il s'est beaucoup mieux passé. Avec les parents, ça n'a pas été facile, beaucoup plus facile, parce que là, je leur enfin, ils vont en avoir marre de moi au bout d'un moment quand même. Mais avec les gens autour, ça a été beaucoup plus évident. Je dis pas à Berlin. À Berlin, ça n'a pas été une surprise, mais je dis plus à Toulouse. Quand tu reviens et que tu leur dis, bon, ben les gars, maintenant c'est Simon et c'est il. Il y a très souvent des petites réactions. Ah bon, mais enfin, tu sais, moi je te vois toujours comme t'es. Je fais ouais, mais maintenant aussi je ressemble à ce que je suis. Maintenant ça se voit. T'as pas besoin de passer les 15 ans qu'on se connaît pour savoir qui je suis. Maintenant ça se voit un peu plus. C'est pour ça que je dis qu'il est vachement mieux parce qu'il est aussi beaucoup plus vrai. Autant je pense que quand j'ai fait un coming out de lesbienne, je pense que c'était plus un manifeste politique. Puis une étape aussi. C'est pas une étape que tout le monde fait. Donc je sais pas si étape, mais une expérience en tout cas. Parce qu'en vrai, c'est ce que j'étais finalement, vu que la société me voyait en tant que femme et que de toute façon, j'allais accepter d'avoir des relations des relations personnelles, faire des bisous et du cul, qu'à des personnes queer, donc essentiellement d'autres femmes. Après, je sortais beaucoup avec des femmes hétérotes. Je pense que même le coming out ou la transition, j'aurais pu la commencer plus tôt. En arrivant à Berlin, j'étais assez vite en position de le faire. En tout cas, avec les amis, des trucs comme ça. Et ce qui m'a aidé, une des choses qui a été décisive, honnêtement, dans le coming out, ça a été que en 2012, mon job m'a signé un contrat. Du coup, j'avais un CDI. Comme j'avais mon CDI, je pouvais faire mon coming out là-bas parce que s'ils me vidaient et qu'ils arrêtaient mon CDI à ce moment-là, c'était clairement de la transphobie, ça se fait pas. Je trouvais que de toute façon, ça s'est plutôt bien passé. Au taf, on est en Allemagne, à Berlin dans les années 2010. Ça, c'est plutôt aucun problème. Tout le monde a fait en sorte que ça se passe le mieux possible pour tout le monde, donc ça, c'était cool. Mais ce qui s'est passé, c'est que si j'ai un petit peu, en plus de ça, si j'ai un peu attendu, j'avais un peu le côté, je savais que j'étais un homme trans. En faisant un peu de politique et en me renseignant, je voyais à quel point quand même c'était galère et qu'il y avait quand même que la société, et moi aussi, hein, on avait plein de choses à apprendre et à faire évoluer. En étant vue comme une gouine, et j'étais vraiment lesbienne butch, hein, enfin, dans le genre camionneuse, tout ça. Et je me disais, je faisais de la visibilité. Je trouvais que les personnes qui me parlaient et que, comme si j'étais hétéro, qui me demandaient si j'avais un copain ou des trucs comme ça, c'était les gens les plus aveugles du monde. Du coup, je me faisais un devoir de dire non, mais des copains. Enfin, oui, enfin, si le garçon est pédé, on va se faire des bisous peut-être, mais non quoi. Enfin, non, moi j'ai des copines. Et en fait, même mes copains pédés, c'est des copines. Du coup, voilà, j'ai fait ça jusqu'au moment où en vrai, voilà, enfin, j'en pouvais plus. C'est se battre tout le temps, c'est fatigant, puis à un moment, t'as envie d'être toi. Et voilà, j'étais en position, je l'ai fait. Donc, coming out c'est ça. Un processus de coming out 2010-2012. En 2012, j'ai eu ma première opération de réassignement. Ça s'appelle à peu près comme ça. Donc j'ai eu ma première chirurgie. Et l'année d'après, en 2013, j'ai commencé les hormones. Alors, bon, je l'ai fait dans cet ordre-là parce que c'est un peu l'ordre qui m'arrangeait autant financièrement
Je faisais du sport aussi sur le côté chez les meufs et j'ai eu l'occasion de faire des championnats du monde. Du coup, j'ai un peu attendu les hormones de pouvoir faire au moins ma participation au championnat du monde. Et puis en rentrant, voilà, j'ai arrêté ce sport et j'ai commencé ma transition. Parce que tu aurais largement pu commencer les hormones avant de faire la chirurgie? Alors, ben, beaucoup de gens font dans ce sens-là. Beaucoup d'autres personnes trans, en général, très souvent, enfin, c'est parce que je crois que c'est ce qui est recommandé par le processus en France, blablabla, où tu prends des hormones et ensuite tu as tes opérations de. Ah voilà, c'est dans ce sens-là. Très souvent, c'est dans ce sens-là. Mais après, enfin, c'est un parcours personnel. Je pense que, enfin, ça va dans ce sens-là. D'abord les hormones, ensuite les OP. C'est quand tu suis le protocole mis en place en France. Et du coup, quand tu suis ce protocole, ça te coûte rien. Enfin, c'est remboursé par toutes les opérations et les hormones sont remboursées. Tandis que si tu suis pas le protocole, ça devient un peu plus difficile. Je pense que ça s'est beaucoup calmé, que c'est beaucoup plus facile maintenant. Mais il y a 10 ans, c'était pas si simple. Il y a 20 ans encore moins. Et de toute façon, moi, j'habite en Allemagne. Du coup, enfin, si tu veux, tout ce processus, rencontrer mon thérapeute, ça s'est fait en ligne avec Toulouse. Euh, Quand je me suis allé faire mon opération, je suis allé la faire à Montauban. Parce que le chirurgien est plutôt reconnu et je pouvais me payer cette opération comme ça. Et du coup, je l'ai fait. J'ai passé depuis 2010 où j'ai fait mon coming out, j'avais commencé quand même à pas mal économiser parce que je savais pas où ça me mènerait tout ça. J'avais déjà dans l'idée comment je le ferais, mais bon, financièrement, c'était quand même quelque chose. Donc j'ai fait mon opération à Montauban. Je suis rentré à Berlin, j'ai pris mes hormones et, euh, et on est en 2013, on est 8 ans plus tard. 8 ans d'hormones et ben, un beau gosse quoi. C'est vrai. Hmm. Tu plais à ma meuf, ça me dérange un peu. Non, ouais, mais enfin, c'est parce que physiquement ou mentalement? Ah, le pire, c'est que c'est un peu les deux. Ouais. Physiquement, j'ai juste un nez beaucoup plus sympa que le tien. Sinon, on est les Euh, mêmes, c'est clair. je t'emmerde. Je sais. J'ai grandi quand même, j'ai passé que 30 ans à être vu comme une femme, donc à avoir une société qui a constamment jugé mon corps, mais mon corps de femme. Du coup, euh, trop gros, enfin trop grosse pour le coup. Euh, Qu'est-ce que c'était? Sportif, à s'habiller comme un sac. Du coup, t'as un jugement constant qui, faut pas rêver, hein, ça influence énormément sur la façon dont tu te vois. Et moi, quand je me voyais dans le miroir, j'arrive à ignorer les ins parce que c'était pas ma faute. Parce que ceux-là, ils étaient là, ils auraient été là de toute façon. Quoi que je fasse du sport, que j'arrête de me nourrir, que je sais plus, enfin, ils auraient été là. Mais la graisse, c'est quelque chose que j'avais, quelque chose que, bah, du coup, tous les jours, on me renvoyait ça à la face, que j'avais du ventre, que j'étais gros, que blablabla. J'avais 15 ans. Heureusement, j'avais 15 ans, oui, j'étais gros, j'avais pas encore mon corps d'adulte et tout ça. Et en grandissant, et maintenant je l'ai vu, hein, maintenant ça va, et c'est bizarre. Donc pendant grandissant, j'ai toujours eu un problème avec ça, avec ce corps qui était gras, j'aurais dû y faire quelque chose, mais en même temps, je m'en foutais. Et quand j'ai commencé à transitionner, j'ai commencé à regarder mon corps beaucoup plus dans la glace, pas forcément le documenter, peut-être j'aurais pu le documenter un peu plus ces changements. Et quand je me regarde maintenant dans la glace, j'ai toujours du bide, hein. J'ai toujours du bide, mais je regarde mon bide et je me dis, bah ouais, mais ce bide-là, c'est moi. C'est moi qui aime beaucoup regarder la télé. C'est moi qui aime boire de la bière. C'est moi qui, voilà, c'est des choses comme ça. Et je pense que c'est possible, très très possible, que aussi ça fait plus de 15 ans qu'on commente mon corps moins systématiquement et que du coup ça me laisse plus de place pour moi-même de décider ce qu'il est et pourquoi il est comme ça et si j'en fais quelque chose d'autre. J'ai une question qui est apparue.
pendant la conversation, Mon rapport à mon corps va euh, beaucoup mieux. et qui est un peu polémique. À un moment, quand tu as expliqué le parcours de transition, tu as parlé du remboursement. À quel titre est-ce que ces frais sont-ils remboursés? Quelle est la justification politico-morale de ça? Les opérations, les hormones et tout ça? Parce que c'est une affaire de santé. Et donc, on vient soigner. euh, Une dysphorie de genre. Et la dysphorie de genre, c'est une maladie mentale? Alors pendant très 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 longtemps, la transsexualité, ça a été appelé le syndrome de Benjamin. Et comme c'est une maladie, eh ben, ça doit être, les soins doivent être remboursés. Maintenant, après, il y a eu la politique qui est rentrée, et être transsexuel, c'est pas une maladie. La maladie, c'est la dysphorie de genre. C'est excellent ça. Enfin, pardon, c'est très bien. Parce qu'effectivement au début et sur les questions, parce qu'on s'est fait une petite avec Mathieu, on s'est fait une petite carte mentale là-dessus et on posait la question de est-ce que c'est la transidentité la maladie? Mais non, moi ça m'allait pas. Mais la dysphorie de genre, ça je l'ai noté dès que tu m'as dit le mot, c'est ça la maladie mentale qu'on vient soigner par la transition. Alors, tu veux que je te dise, dysphorie de genre, j'avais écrit un petit papier Ouais. en me disant, tu dis pas le mot avant 3h15. Je m'étais donné, je savais que j'avais prévu pas avant 1 heure de discussion avant d'utiliser ce mot-là, parce que je voulais essayer comme t'arrives et que tu m'avais dit que tu t'étais pas renseigné et que voilà, que juste ce que tu savais de moi. Ouais. Je me suis dit, je vais essayer de garder simple avec des mots de tout le temps et peut-être au fur et à mesure, voilà. Et dysphorie de genre, je sais que c'est un mot super important et voilà, pour ça que j'ai un peu attendu avant de Ouais, l'utiliser ouais, mais il est top. Parce que, enfin, je parce que je comprends. voulais essayer d'expliquer ce que c'était avant de juste coller un mot comme Je ça. pense que tu as bien fait. Et, et voilà, et je pense vraiment que c'est ça, la maladie, c'est la dysphorie de genre, c'est voilà, c'est être daltonien dans un monde où on n'est pas daltonien, c'est être peut-être, je sais pas. Pendant très très longtemps, par exemple, l'État français exigeait une stérilisation pour pouvoir changer d'état civil. Donc un homme trans donc de se faire stériliser, une femme trans aussi, et seulement à ce moment-là, vous pouvez espérer que le juge accorde un changement d'état civil. Waouh. Évidemment, c'est pas légal à l'aube des années de plus de 2000 et de l'Union européenne. C'est quelque chose qui est pas légal, donc c'est en train de changer. De quoi qui est pas légal? La stérilisation forcée. Ça y est, ça a changé. Ça demande toujours de passer devant un juge. Moi, je sais que je vais m'en occuper, mais je me prépare. Enfin voilà, je me prépare des voyages. Pour l'instant, en habitant à l'étranger, je peux espérer faire mon changement de nom. Mais l'état civil, il faudra quand même passer devant un juge. Il va falloir que je rentre sur Toulouse ou Paris ou quelque part, probablement pour faire ça. Excuse-moi, qu'est-ce qui est pas légal? La stérilisation, si, enfin, si moi, par exemple, je veux faire le choix d'une vasectomie, j'ai le droit de le faire, non? Ouais, mais la stérilisation forcée. Ah voilà, hein, c'est ça, d'accord. Du coup, enfin, il y avait déjà un mouvement. Je sais pas, il faut que je regarde. Je sais pas exactement où ça en est exactement, mais maintenant, donc la stérilisation n'est plus forcée. Il faut toujours passer devant un juge et il y a toujours un temps d'attente exigé de toute façon. Donc, grosso, entre le moment où j'aurai fait mon changement de nom officiel, il va falloir encore que j'attende quelques temps, blablabla, pour espérer un changement d'état civil. À chaque fois qu'on part de voyager avec Johanna, il faut que je passe des heures à me renseigner pour savoir, bon, alors je vais arriver avec des papiers d'identité qui disent que je suis une femme, sauf que je suis quand même barbu et assez quand même de bonnes épaules, quoi, enfin bien musclé. Comment est la société là-bas, quelle est la loi, et est-ce qu'il y a une ambassade de France si j'ai des problèmes, enfin tu vois, obligé de vérifier tout ça. Partir en voyage, en dehors de l'Europe, c'est quelque chose que je dois réfléchir un peu plus que n'importe quelle personne cis. Est-ce que tu crois que quand les sociétés n'auront plus d'attentes comportementales envers les personnes en vertu de leurs caractéristiques biologiques, la transition aura toujours du sens? Donc tu penses que quand il y aura plus de rôle de genre, on aura besoin de transitionner ou pas? Je pose la question, ouais. Je pense que quand il y aura plus d'attente de rôle ou de genre, la transition, quand elle sera nécessaire, se fera avec beaucoup moins de traumatisme. Je pense que quand il n'y aura pas d'attente de rôle de genre, au moment où un enfant
commencera à exprimer des problèmes avec son corps et tout ça, si cet enfant est trans, ça se soignera direct. En disant que, tu sais, que c'est soigné, ou en tout cas, on pourra intervenir directement et il n'y aura pas de traumatisme. Plutôt que d'essayer, je pense qu'il y aura plus d'enfants qui seront traumatisés parce qu'on aura essayé de leur enfoncer dans le fond de la gorge. Tu as des organes féminins, des organes génitaux féminins, donc il faut que tu agisses comme une fille. Mais tu as des organes féminins et tu as envie de jouer au football. Tous ces changements hormonaux que tu n'attends pas, c'est pas ces changements hormonaux que tu aurais dû avoir. Eh ben pas de problème, on va te donner les hormones dont tu auras besoin et puis voilà. Ça sera pas, je pense que, je sais pas. Quand la société sera à jour, je pense que c'est comme ça que ça se passera. Ça sera pas transitionné, ce sera pas un traumatisme. Et, probablement que beaucoup de transitions se feront plus pour les mauvaises raisons. Je dis pas que les transitions se font pour de mauvaises raisons. Je dis que certaines, parfois, c'est possible. Ou en tout cas, peut-être que certaines transitions n'auront pas besoin d'être parce que justement, les attentes de rôle, des choses comme ça. Moi, je sais que pour moi, c'est clair que si la société était à jour, si on était dans une société, donc du coup, il y a beaucoup moins d'attentes sur les rôles de genre, j'aurais transitionné à l'enfance. À l'enfance, ça aurait été clair pour tout le monde. Cet enfant-là, il supportera pas d'avoir une puberté de femme. Cet enfant-là, il faut qu'il soit cet enfant-là, c'est un ou être trans aussi au niveau du sport. Enfin, si tu veux faire de la compétition, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de ça? Ouh, que le seul moment où on s'intéresse du sport, au sport féminin, c'est quand on veut interdire les trans. Je pense que, ouais, il y a tellement d'attentes, on donne beaucoup trop d'importance à des attentes de genre et les résultats des courses. Et enfin, qu'est-ce que je pense? Je pense que c'est absolument pas vrai qu'il est injuste de laisser les femmes trans compétitionner avec les femmes cis. Et je pense qu'il est absolument injuste que ce soit tellement compliqué pour un homme trans d'accéder au sport d'homme cis. Après, tu as beaucoup d'histoires de gamins avec, dans l'adolescence, c'est ça qui est compliqué avec l'adolescence, c'est le début de l'adulterie, de l'adulthood. L'âge adulte, allez. On a beaucoup d'histoires de ça, de garçons trans qui continuent à compétitionner, à faire de la compétition avec des femmes cis. Et réciproquement, parce qu'à ce moment-là, ce qui est plus important, c'est le sport, mais ça reste compliqué. Et ces garçons-là, ils ne devraient pas faire de la compétition avec les femmes, ils devraient le faire avec les hommes, mais s'ils font la compétition avec les femmes, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire avec les hommes. Et c'est pas parce qu'ils n'auront pas de résultats ou quoi que ce soit, c'est juste parce que une petite fille, ça fait pas de sport avec les petits garçons. Petit problème, c'est quand c'est une femme trans qui donc va faire de la compétition avec des femmes cis. Il y a quand même une différence physiologique Non, en termes de musculature, en termes de... non, il n'y en a pas, c'est une femme. Je pense que c'est ça, parce que c'est dû à des attentes probablement du coup des attentes de rôle de genre, à des attentes biologiques en fonction du genre, des choses comme ça, mais une femme trans qui fait du sport avec des femmes, enfin une femme trans c'est une femme, donc elle fait du sport avec des femmes. Je pense que de toute façon, les catégories sportives ne devraient pas se faire du tout en fonction du genre. Je pense que les catégories sportives devraient se faire en fonction du poids, de la taille, ce genre de choses. Quand ce sont des performances physiques, quand ce sont des... Enfin, voilà, si on estime ça, si on estime que la masse d'un corps est important pour définir la catégorie d'un sport, dans un sport, ok. Mais je pense que voilà, enfin, dans le sport, c'est ça qui devrait définir plus que le genre. Comment est-ce qu'on fait pour gérer les nouvelles considérations genrées ou sexuelles vis-à-vis du sport? Surtout maintenant, on commence à savoir que ça existe les intersexes, que ça existe, je veux dire, dès la naissance, quoi. Et puis que même, il y a des personnes qui... Enfin, quels sont les critères pour
créer des catégories sportives aujourd'hui qui soient actualisées? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après toi? Alors, toutes les questions, enfin tout ce que je vois, dans les médias et tout, à chaque fois qu'il y a des questions sur ces considérations sportives, j'ai un peu l'impression, c'est un peu le même discours que les TERF qui veulent interdire l'accès des toilettes aux personnes trans. Parce que soi-disant, que du coup des hommes cis iraient se, déguiser en femmes trans pour aller agresser des femmes aux toilettes. Enfin, ça vient et c'est à peu près la même idée que de penser qu'un homme, cis donc va aller se déguiser en femme pour aller faire du sport avec les femmes et tout gagner. Du coup, on vient de passer un petit moment à parler de masculinité toxique. Tu crois vraiment un homme à qui, le déodorant doit absolument sentir, musqué, des hommes qui ont absolument besoin d'avoir une grosse voiture pour montrer que c'est des hommes, est-ce qu'ils vont aller vraiment se travestir? Du coup, c'est plein de peur, parce que moi je suis persuadé que ça arrivera pas. Ou dans des cas, tu vois, très, tellement, à mon avis, tellement, un nombre de cas tellement ridicule comparé au nombre d'hommes et femmes qui peuvent pas faire de sport parce que soi-disant, ils rentrent pas dans des castes de gens qui sont, très, très limités, quoi. Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu as des exemples de quelqu'un, d'une femme trans qui a fait de la compétition et qui a tout gagné chez les femmes? Est-ce qu'on a ça comme exemple? Il y a eu des exemples mais là, c'était même pas des trans, mais c'était des femmes intersexes qui ont grandi femmes, qui ont été éduquées femmes et qui ont jamais su qu'elles étaient en réalité intersexes, tu vois. Elles avaient elles avaient une apparence féminine, grandi en tant que femme et tout ça, sauf qu'elles gagnaient tout. Et en plus, elles gagnaient tout. Non, c'est même pas vrai. Elles ont gagné. Elles ont gagné une fois, deux fois, et puis après, elles ont arrêté de gagner. Ouais. Des gens, c'est normal, quoi. Ouais. Sauf que comme elles ont gagné, on est allé fouiner un petit peu et on a vu qu'il y en a une qui avait effectivement, alors je sais plus quel était le code génétique, tu vois, mais en tout cas que c'était une intersexe. Et donc du coup, on a voulu lui enlever ses victoires et tout ça. Et je trouve que c'est dégueulasse. C'est arrivé. Ouais. C'est arrivé à une coureuse, Oui, ouais, oui, qui s'appelle Casper. Casper alors j'ai plus le nom Okiniemi, c'est le sigle exactement, exact, mais ouais. ouais, exactement. Exactement, exactement. Et donc on lui a enlevé ses victoires et tout ça. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que justement, je posais cette question à Joël Leviels. On parlait de ça, hein. Elle me dit, eh ouais, mais est-ce que quelqu'un est allé fouiller dans le patrimoine génétique de Usain Bolt? Usain Ouais. Bolt, il a tout gagné pendant des années sans aucun risque. Il n'y a jamais eu un moment où il avait une baisse de mental, il a perdu. Non, il gagnait. Il gagnait et pendant 10 ans, le mieux qu'on pouvait faire, c'était numéro 2. Et on n'est jamais allé fouiller pour voir s'il n'avait pas un truc anormal qui faisait qu'il gagnait plus que les autres. Pourquoi? Moi, je pense qu'on devrait retirer les prix de natation de, comment il s'appelle? Phelps? Philippe Phelps? Non. Phelps. Phelps. On devrait lui retirer parce que lui, il a une Michael. condition Michael, c'est ça. Il a une condition qui fait qu'il a des poumons et des épaules de ouf. Et que c'est pas, personne n'a des poumons et des épaules comme ça dans le monde et il devrait pas faire de compétition alors. Je pense, tu vois, que c'est le même état d'esprit Mhm. d'aller taper dans ce genre de truc et les meufs, c'est des meufs et donc du coup, elles font du sport avec les meufs et de la même raison qu'un type, c'est un type et que du coup, si vraiment on doit absolument, différencier les catégories de gens comme ça pour le sport, mais et d'un moment, tu vois, il y a des sports où ça fait sens, autant pour la boxe, on les divise en fonction de leur poids. Je peux comprendre pourquoi dans le sport, il y a des divisions comme Mhm. ça. Au et dans le même exemple, où je comprends pas tellement qu'il y ait de séparation dans les fléchettes, par exemple. Où il y a des sports, je comprends pas pourquoi c'est pas en mix. En laissant par exemple, dans les fléchettes, en laissant pas les femmes jouer avec les gars, j'ai l'impression que tu fais exprès de les garder comme ça là. Il y a beaucoup de femmes qui veulent pas. En nombre, il y a moins de femmes qui jouent aux fléchettes et de même, en nombre aussi, il y a moins de femmes qui prennent, le sport fléchette au sérieux. Du coup, moi, je vois quand je joue aux fléchettes avec les femmes, il y avait quelques femmes qui savaient super bien jouer et c'était cool, mais il y avait quand même, par exemple, sur une journée de tournoi,
Il y avait 3 femmes contre qui jouer, contre qui c'était des gros matchs. Et le reste du temps, c'était plutôt des amateuristes. Et elles n'étaient pas là sérieusement. Et pour l'entraînement, c'est quand même, c'est pas un atout, quoi. C'est un désavantage. Les fois où je pouvais participer à des tournois mixtes ou même avec des tournois avec des gars, mais il y avait beaucoup moins de matchs en tout cas qui étaient moins intéressants. Il y a beaucoup moins d'amateurs parce que les gars, s'ils sont amateurs, ils vont pas en tournoi parce que bon, personne n'a envie de payer une entrée pour se faire dégager en sachant que tu vas te faire dégager au premier tour. Moi, je vois bien. Enfin, je pense que c'est une construction sociale qui a pas grand-chose. Enfin, tu vois, qui est vraiment là pour garder les gens à leur place. Donc tu penses que même une partie de la différence de niveau sportif entre les hommes et les femmes peut venir de la construction sociale, notamment du fait que gamins, les petits garçons, ils ont le droit au milieu de la cour parce que c'est eux qui courent au milieu de la cour et qui jouent et tout ça, et que les petites filles, elles doivent rester sur le côté à discuter. Ça fait partie c'est ça qui fait que il y a une différence de niveau dans une même discipline? Dans beaucoup de sports, oui, clairement. Je dénie pas, hein, l'effet de la testostérone, mais je suis persuadé que tu pousses les petites filles à faire du sport depuis plus longtemps, tu les pousses à se nourrir aussi de la même manière que les garçons, et ça fera des différences physiques beaucoup moins poussées entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il y a ça. Je pense que les femmes pourraient atteindre des niveaux aussi de sport si tout le monde était poussé ou avait les mêmes opportunités, ça c'est clair. Parce que l'esprit de compétition, tout ça, c'est ça aussi qui alimente énormément donc la masculinité toxique, de mon point de vue, pour avoir fait assez de compétition. Je peux dire que ça pue ça pue très très souvent dans ce milieu-là. Ça pour moi c'est certain. J'ai pensé à Amélie Mauresmo aussi, j'y ai repensé. Parce que je me souviens qu'on avait aussi voulu plus ou moins la tester, où ils avaient trouvé qu'elle avait un niveau de testo un peu supérieur. Je me souviens que Martina Hingis en avait grave profité pour la tabasser en disant mais oui, elle tape trop fort, elle tape comme un homme. On était dans les années 90, hein, et c'est vrai que le déchaînement des médias sur le cas Mauresmo a été bien 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 dégueulasse. Mais Amélie Mauresmo, elle avait quand même souffert du double truc où donc elle est grande, carrée, et c'est vrai qu'elle a un visage super affirmé, et elle en avait pris vraiment, enfin dans les années 90, elle avait pris plein la gueule pour ça. Et elle a fait après un de ses titres majeurs, ou à la fin de sa carrière, elle a fait son coming out comme quoi elle était lesbienne et tout, et là elle s'est repris une lancée aussi de sexisme dans la gueule, mais c'était un des premiers exemples où les gens, enfin dans mon souvenir en tout cas, où ces sujets étaient apparus. Où les femmes, fallait tester leur niveau de testo, et si elles avaient trop de testo, elles pouvaient pas jouer avec les femmes. Et il n'y a pas de minimum testo pour les hommes, en tout cas. Il y a des histoires, je me souviens aussi, c'était il y a quelques années, il y avait un gamin qui faisait de la lutte. Donc, pour faire de la lutte, ça se passe aux États-Unis. Et il faisait de la lutte, c'est un gamin trans, donc FTM. Et jusqu'à la fin de son parcours scolaire, enfin high school, enfin comment on dit en français, c'est lycée. Il a fait du sport avec les filles parce qu'il y avait rien à faire. Il pouvait pas jouer, il pouvait pas faire son sport avec les gars. Du coup, il gagnait toutes les compétitions. Il était bon, hein. Mais pour obtenir des bourses pour aller au collège et tout, ça a été toute une histoire pour ça. Ça a fait des grosses histoires. Du coup, la fin de ce qui s'est passé, je pense que ce gars, il fait plus de sport parce que la pression, enfin, ça nique, hein. Ça nique l'envie, ça nique tout ça. Là, c'est un petit truc que Mathieu a relevé aussi. Donc je te le lis comme c'est. Ton frère cite des personnalités comme Josiane Balasco et ou Amélie Mauresmo. A-t-il d'autres exemples de personnalités qui ont été la cible de l'oppression sociétale et qui l'ont inspiré? Navratilova, c'était une tueuse au tennis, hein. Elle a gagné énormément de tournois du Grand Chelem, et au milieu des années 80, donc elle a bougé pour les États-Unis. Elle a obtenu sa nationalité états-unienne, et dans les mois qui ont suivi, direct, elle était là. Ah, au fait, les gars, je suis lesbienne.
Du coup, c'était cool, c'est une bonne représentation. Puis aussi, c'est bien joué. Et aussi dans les autres icônes queer, va y avoir ou comme ça, va y avoir Buffy et Pardon? tout. Buffy? Ah, Buffy. J'avais compris Baffy, Laurent Baffy, j'étais là. Non, 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 Buffy. Buffy Summers de Ouais, Sunnydale. ouais. Non, et toute l'équipe, hein, ils sont pleins. Enfin, tu vois, c'est tout un tas de. Bon, en plus d'avoir un couple de lesbiennes, des trucs comme ça, c'est tous des personnages aussi qui aiment bien jouer avec ce qu'on attend des identités de genre. Des personnages comme Buffy et comme Xander, par exemple. Il y avait Elton John. Je cherche, hein. Donc Virginie Despentes, mais ça arrivait plus tard. Quand j'étais ado, tout en étant conscient que j'étais queer, je voulais pas que les gens le sachent à cause de l'homophobie autour, enfin bon, des considérations qu'on peut bien imaginer. Et du coup, quand je voyais des personnages queer ou qui étaient clairement queer, il y avait pas moyen de. Mais moi, je voyais qu'ils étaient queer. Ça se trouve, les gens voyaient pas non plus hein, qu'ils l'étaient. Il y a ça déjà. Mais dès que je voyais un caractère comme Elton John, j'ai pas trop fait de la pub, que j'étais un gros fan de Elton John. Buffy, ça allait parce qu'ils sont tous hétéros et puis je commençais à être un peu plus vieux aussi. Mais voilà, il y avait des personnages qui me plaisaient énormément, mais je voulais pas trop le dire parce que c'était clair que si je disais que j'étais fan du caractère du personnage de Josiane Balasco dans Gazon Maudit, c'est parce que je suis queer. Et je voulais pas que les gens le sachent. Donc c'est vrai qu'il y avait un gros trait comme ça et du coup, c'est un peu dur, oui, de se souvenir. Je me souviens, par exemple, j'aimais énormément aussi un show qui s'appelait Le Caméléon, so The Pretender en anglais. Et le personnage de Miss Parker dans ce show, c'est une version encore plus froide de Dana Scully. Non, un autre personnage super intéressant aussi, Dana Scully. Et du coup, enfin, c'est très souvent avec Xena la guerrière, c'est très souvent des personnages féminins forts. Parce que, ben aussi, la plupart des personnages masculins forts sont chiants, quoi. Enfin, Jean-Claude Van Damme, tout ça, ça va. Steven Seagal, c'est la cata, quoi. Donc ça, mais c'était plus, ouais, c'était un côté de autant, ouais, se sauver, enfin, essayer de rester un peu en sécurité, quoi. Parce que tu sais pas comment les parents réagissent. Juste une personne, peut-être, juste, Vas-y, vas-y. il s'appelait Guillaume Dustan. C'est un qui Ah m'a fait me putain, je voulais poser ça. t'en parler. Non, ok. C'est un qui, je me souviens, hein, pareil, on est en fin 90, début 2000. Et le gars, il arrivait à la télé française sur l'émission de Philippe Gildas. Et il arrivait habillé en fée avec une petite baguette et oh toi t'es homophobe, tiens, prends ça, blablabla. Et qu'est-ce que les gens autour de moi ont craché sur sa gueule, comme quoi il était ridicule, plein de trucs comme ça. Et j'étais pas d'accord sur plein de trucs qu'il disait, hein, le barbac, je trouvais ça, et je le trouve toujours ça inconscient. Mais il disait tellement d'autres trucs super intéressants et qui ont aurait dû voir ça à la télé, quoi. Ça a été quelque chose vraiment d'énorme pour moi. Guillaume Dustan, ouais. Tu voulais t'avais une question sur Guillaume Dustan? Ouais. Ben, non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un, à l'époque, qui détonnait, quoi. Moi, j'ai vu beaucoup de ses interventions chez Ardisson et tout ça et il m'a je suis clairement pas effectivement sur ses positions sur le barbac, sont assez, compliquées, à gérer, mais à la fois, il était pour un barbac entre ses repos, hein, donc heu Alors, petite pause ici, j'interviens parce que il nous faut la définition de ce qu'est le bareback. Alors, le mot c'est bareback, donc ça vient de l'anglais, bareback. Et la définition Wikipédia, le barebacking, littéralement chevauché à cru, désigne la pratique de rapports sexuels non protégés et par extension un courant polymorphe prônant le culte et la revendication de cette forme de pratique sexuelle, ainsi que le culte du sperme. Voilà, vous avez appris quelque chose, et moi aussi. Revenons à la conversation. c'est quand même pas, c'est pas tout à fait pareil. Même si à un moment, apparemment, il a varié. Il était aussi un peu pour. Ouais. Bon, mais est-ce qu'en 2021, lire du stand, c'est intéressant?
Ouais, je dis pas que ça serait absolument relevant, mais ça reste quand même, c'est un passage, hein. Il dit encore des trucs. Les trucs du phare, je suis pas toujours, je crois qu'il y a des trucs où je suis pas 100% d'accord. Le front homosexuel attends, phare, front homosexuel d'action révolutionnaire. Même ces trucs-là, enfin que ce féminisme et cet antisexisme des années 70, il y a des trucs où je suis pas super d'accord, mais ça vaut le coup. C'était là et c'est super important de réécouter aussi les slogans de l'époque. Et je pense que pour ça, écouter des gens comme Dustan et où on n'est pas souvent d'accord, ça reste quand même quelque chose. Je pense ça a quand même été un tournant d'avoir des gens comme ça à la télé. C'était un tournant pour beaucoup de personnes. Autant ça fait peur, enfin tu vois, ça dépend aussi, ça peut faire un peu peur hein, de voir un gars comme du sang, mais plein de personnes, je suis sûr que ça leur fait du bien de voir que bah, ils sont pas tout seuls. Euh, Ça doit être aussi la pertinence d'Edouard Louis. Non, tu le gardes pas ça parce qu'en fait, je l'ai même pas. Enfin, Edouard Louis, il a vraiment des trucs cool quand même. Et du coup, quand tu as été à Toulouse, enfin loin des parents et plus libre d'avoir tes goûts sans avoir peur du regard des autres et tout ça, est-ce que tu as des figures comme ça qui t'ont aidé à te construire et à t'identifier, que tu pouvais aimer plus librement? La place de la musique a toujours été très importante et du coup, à Toulouse, j'ai fait beaucoup, enfin, organisé des concerts et découvert beaucoup plus de musique et des personnages. Finalement, rencontrer des personnes comme Lou Reed, enfin, je les ai pas rencontrés personnellement, mais rencontrer ces artistes, écouter leur musique, Lou Reed, David Bowie, Iggy Pop, mais même hein, les groupes de rock progressif enfin, qui en avaient rien à foutre de rien, des rôles, de ce qu'on attendait d'eux. Et comme aussi parallèlement, enfin, j'ai eu la musique où j'ai commencé à me dire: «Bon, bah, je vais être moi-même, on s'en fout, j'aime bien avoir les cheveux longs, je suis pas obligé d'avoir les cheveux courts», des choses comme ça. Et les personnages vraiment queer que j'ai commencé à vraiment apprécier, ça a été beaucoup plus tard quand j'ai fait un peu plus de politique queer, enfin, de militantisme queer. Donc Virginie Despentes a vite pris une grosse place, enfin, dans ma compréhension de beaucoup de choses. Enfin, elle m'a expliqué des trucs que j'avais pas. Elle a un ton, elle a un truc qui s'approche beaucoup plus d'une impression de: «Ah oui, c'est ça que j'ai vécu», plus, sur ce côté rough, côté, dur et après tu rencontres des gens, enfin, tu apprends l'existence de personnes comme, d'un côté, j'ai avalé tous les bouquins de Nick Hornby, par exemple, pendant très, très longtemps et de Lester Banks d'un autre côté, je sais pas, ouais, j'avalais, j'ai même aimé Nina Bouraoui, c'est dire. Et après, il y a eu d'un côté aussi où tu rencontres, enfin, je faisais de la politique, où j'ai même rencontré des gens qui, en plus, maintenant, c'est rigolo de voir, d'écouter Wendy Delorme, par exemple, il y a 20 ans, je lui faisais le son sur scène, et maintenant, je l'écoute à la poudre, quoi. Je l'ai écouté dans la poudre. Et de voir qu'en fait, alors j'ai un peu perdu le fil, mais je suis ravi de voir que les gens, en fait, même si tu as plus de leurs nouvelles, de rencontres, ah ben non, ils font toujours ça, c'est cool, hein, ils font des trucs vraiment intéressants maintenant. Et ça, c'est des rencontres, tu vois, c'est des gens où on a appris des trucs ensemble ou qui m'ont appris des trucs, je leur ai appris des trucs aussi. Et 20 ans plus tard, bah, ça se ressent, c'est encore là et ça devient de la base pour nous. Lynn Bredlove du groupe Tribe 8 aussi m'a ouvert pas mal. Je me souviens que la première fois que j'ai vu Lynn, c'était là: «Ah, quand je suis grand, je veux être comme lui». Mais bon, il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme ça, hein. Quand je les rencontre et je dis: «Ah, quand je serai grand, je vais être comme eux». Mais c'est aussi des gens maintenant de la vie de tous les jours, personne ne les connaîtra, quoi. Et c'est plus ces gens-là qui sont des rôles pour moi. Même, enfin, mes amis Flo, Laura et Clara, tu les connais? Sont aussi des exemples. Hein, un peu petit shoot-out ou Grâce et Volupté Van Van, faut les écouter. Musique sympa, texte très intéressant et rigolo. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à quelqu'un qui nous écouterait, qui serait aujourd'hui dans la situation dans laquelle tu étais ado? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Je me dirais,
vas-y, fonce, fais ton coming out, fais-le, insiste. En vrai, tu vas trouver, à le hurler, tu vas trouver des gens qui vont pas te rejeter. Juste toutes ces années où je me suis caché parce que j'avais peur d'être rejeté, je pense que les gens qui m'auraient rejeté, méritent pas d'être dans mon entourage. Mais j'aurais trouvé aussi des gens, même dans la famille, hein, il y aurait eu des gens pour s'occuper, j'aurais pu être heureux plus tôt. Mais d'un autre côté, j'aurais pas non plus eu la formation que j'ai eue. Du coup, il y a ça aussi. Enfin, le fait d'être trans et d'en avoir chié pendant très longtemps, ça m'a permis. Enfin, est-ce que j'aurais été féministe comme ça si j'avais pu transitionner à 12 ou 13 ans? Je sais pas certain. Est-ce que j'aurais été faire du militantisme? Est-ce que j'aurais la vie que j'ai maintenant si tu vois, si. Et ça, j'y ai beaucoup pensé, mais je suis pas, voilà. Je pense qu'au final, j'ai eu le meilleur parcours et que donc peut-être je me dirais juste, ouais, ben continue comme ça ira. T'inquiète, c'est vrai, je peux te confirmer, ça ira mieux. Ouais, accroche-toi. Ouais, accroche-toi, ouais, tu vas en chier, mais je te dirai dans quelques années si ça valait le coup. Mais c'est pour la bonne cause. Ouais, c'est pour la bonne cause, allez. Genre, j'ai l'impression de refaire répéter, c'est RuPaul Drag Race à la fin de chaque saison, avec le top 3 ou top 4. Il leur demande toujours un truc, il leur montre une photo des drag queens quand elles étaient gamines. Donc quand ils avaient 2, 3, 4, 5 ans, enfin parfois un petit peu plus. Et RuPaul leur demande, alors, tiens, ça c'est le petit Brian à 3 ans. Qu'est-ce que tu dirais à cet enfant? Et tu vois toujours les drag queens qui font en larmes et qui font oui, alors tu vas en chier, alors les gens ils vont te rejeter, ils vont pas te comprendre, mais but it gets better. Donc ça me donne cette impression-là, mais j'ai rien de mieux à dire en vrai. Ouais, mais c'est peut-être bien de l'entendre. J'aurais aimé me croire. Et je crois qu'autant toi que moi, ça m'arrivait là où on voulait aller. Moi, je pense que j'ai à peu près, ouais. Donc, je vais te remercier. Je vais le faire maintenant d'ailleurs. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu aux questions. Avec plaisir. Cet épisode vous a été proposé par Mathieu Blais et Nicolas Chavardès.